Vas-y. Vous reconnaissez ou pas? Oh, c'était bon les années 80 ça. Ah la vache. Ah, nostalgie quand Oh, tu nous prends. on était à fond, la vache. Bon, bah oui, bah quoi, c'est le titre, hein, Masters and Servants. Bah oui, c'était les maîtres. Les maîtres. Salut, tous mes Tenix. Raphaël qui est là déjà. Là, il y a Paul qui est là. Il y a deux Paul. Pollux. On a Pollux aussi, Christophe, bon, la folie totale, vous êtes dingue. Bon, on essaye de vous suivre comme d'habitude, hein. Tout de suite. Je rentre dans le dur ou pas? C'était la semaine des maîtres. C'était la semaine des maîtres. Alors, Ouais, bon, alors, je sais pas ce qu'il a, mon Obésix. Hein. Non. Tiens, alors moi, je suis un peu ton maître Yoda. Hein, J'ai une attitude. hein, j'ai les oreilles Non, un peu. alors, Alors, direct d'entrée, allez, on deux y va, coups de gueule. on y va. Deux coups de gueule. On y va. Alors, en plus, alors, premier coup de gueule, mine de rien quand même Zverev, après son match contre Djokovic, en disant qu'il était fatigué, que la saison était trop longue. Ah, en match de poule. En match de poule. Et là, moi, sincèrement, je peux pas laisser passer ça. Ça me met hors de moi. Le mec. Alors en plus, il fait ça mercredi. Je suis pas sûr qu'il dit la même chose hier soir. Il dit ça mercredi. Il a quand même 21, 22 ans. 21. 21, bon, ouais. 21. Et certes, c'est celui qui a gagné le plus de matchs et joué le plus en Masters 1000. Mais je veux dire, il a 21 ans, il est tout frais sur le circuit. Il peut pas dire que la saison est longue et que c'est dur. Il va aller bosser, faire les 3-8 ou bosser à 35 heures dans une chaîne. À la chaîne, ça risque de lui faire bizarre. Non, mais tu vois, non, ça, je peux pas laisser passer. Paradoxalement, j'ai eu un petit coup de béguin pour lui, et là, je mets un énorme carton rouge aux Anglais, parce qu'ils parlent des Français, on n'est pas fair-play patati patata, mais après la demi-finale, Confederer, quand il va parler au micro, et qu'il se fait huer, le pauvre Zverev, là, j'avais les boules pour lui, parce que, sincèrement, pour moi, il gagne peut-être le plus beau match de sa vie, il est en train de faire quelque chose de tout simplement... Steph, félicitations pour le Masters de double. Too good avec Nico. On va en reparler parce que moi c'est mon coup de gueule ça mon Steph. Alors t'as intérêt à rester parce que je peux te dire que je vais avoir mon coup de gueule. Et donc je finis donc coup de gueule sur les Britanniques l'O2 Arena. J'ai trouvé ça scandaleux parce que tout simplement Zverev, je ne sais pas si vous avez regardé le match, il y a eu un point important à 4-3 dans le tie-break du deuxième. Il remet deux balles parce qu'une balle arrive sur le court. Le petit ramasseur perd la balle des mains. Enfin, Zverev, il interrompt le point. Il interrompt le point parce que la balle arrive et ça le gêne. C'est juste une question, mais basique. Bah, c'est de le règlement. C'est tout simplement comme ça. Et les gens n'ont pas apprécié qu'il gagne au tie-break ce match et qu'il batte Federer. Et derrière, donc, la journaliste vient lui poser la question et le pauvre se fait huer. Et là, il est déstabilisé. Ça m'a fait penser à Osaka à l'US Open. Oui. Au moment de parler dans le micro, il savait plus quoi dire. Il savait plus. La journaliste a été plutôt bien en disant que c'était un point de règlement et que voilà, il n'y avait pas à huer. Mais voilà, je croyais que les Anglais avaient un esprit un peu sportif. Et là, mais vraiment, mes cartons rouges, ça m'a vraiment, vraiment déplu. Voilà, c'est tout. Alors, on va revenir là-dessus. Mais moi aussi, j'ai un petit Vas-y, coup de gueule. on est dans les coups de Et gueule. comme Stéphane Houdet nous regarde, alors je sais pas où il est le Steph, est-ce qu'il est rentré en France, j'en sais rien. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait le Masters de double de tennis en fauteuil là, avec le Steph là, avec son truc révolutionnaire. Bon, moi il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'on veut à tout prix que voilà le tennis en fauteuil soit au milieu du tennis là de tout le monde et machin, que les mecs en fauteuil on les voit aussi comme des joueurs normaux et compagnie. D'accord, génial, super. Hein, alors dans l'idée ça c'est parfait. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'ils font exactement? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Parce que la moindre des choses, c'est que vous avez les 8 meilleures équipes de double de tennis en fauteuil qui jouent le Masters de double en même temps que le Masters là à Londres. Pourquoi ils vont les faire jouer à Bemmel aux Pays-Bas, dans un hangar où il n'y avait quand même pas beaucoup de monde? Steph peut me confirmer l'histoire. Pourquoi ils ne font pas jouer à Londres? Pourquoi ils ne profitent pas de ce moment-là pour les faire jouer, je ne sais pas moi, en début de session diurne ou en fin de session nocturne, pour permettre aux gens de voir un petit peu ce que c'est que Nicolas Houdet et Nicolas Peyfer qui jouent en double face à des grandes équipes, parce que je peux vous dire que ça tripote la baballe. Et en plus, les Anglais ils connaissent bien le tennis avec en Gordon fauteuil, Reed et tout ça, je peux te dire. Et ils sont plutôt friands. Et en plus, c'est un spectacle absolument extraordinaire. Enfin, c'est du tennis. C'est même pas, voilà, c'est pas parce qu'ils sont au fauteuil que les mecs ne savent pas jouer au tennis. Loin de là. Et ils ont fait la finale de Stéphane Houdet et Nico Peyfer, pardon.
Ça a été mais un match de malade. Ils étaient menés 5-2 dans le 3e set. Moi, ça y est, je me disais, ils sont foutus, ils sont revenus, ils ont sauvé une balle de match et ils ont réussi à gagner. Mais ça doit être montré. Pourquoi on ne le montre pas? Bah voilà, Steph a raison, j'allais te le dire. Parce que le tennis fauteuil, c'est l'ATF et l'ATP et ben, ils arrivent pas Eh à ben ouais, mais bah même à un moment, il faudrait mettre les égos ras de le côté. bol, puis- quoi, les gars. Mais non, mais le problème, c'est que c'est quelque chose de global. On perd l'essence même du jeu au détriment d'histoires guéguerre. de personnes. C'est et de, voilà. c'est de la guéguerre. Voilà. C'est celui qui va faire pipi plus loin, quoi. On se croirait dans une cour de récréation. Les gars, ils ont 50, 60 balais. Ils sont tous là avec du pouvoir. Mais utilisez-le à bon escient, bon sang de bois. C'est quand même pas compliqué de mettre en place ce genre de choses. Bon, enfin, toujours est-il qu'on rappelle que le Steph et Nico, d'ailleurs, vont jouer le Masters de simple. Ça, c'est fin novembre, début décembre. Stéphane, tu me dis si je dis des bêtises, mais je crois que c'est aux États-Unis. Hein. Je crois que c'est aux États-Unis. Enfin, félicitations Steph et Nico, parce que vainqueur en 2016, finaliste en 2017 et vainqueur à nouveau en 2018, les gars, chapeau. C'est du très haut niveau. Bah, maintenant, on les attend à Tokyo. Bon. Voilà. Il y a encore quelques échéances. Oui. Mais bon, il Et y aura puis, Tokyo. Hein. et puis le Steph, il est plus tout jeune, hein? Hein? Parce qu'on parle de Roger Federer avec ses 37 balais. Mais Stéphane Houdet, ça pourrait être son père. Je suis pas sûr que ce soit pas bon Steph quand même. Attends, le Steph, il a 47 ans, hein, je crois. Ouais. 47 balais, vous verriez comment il joue. Hein? Bon. Moi, je refuse de jouer avec lui parce que sinon il me fout une banane. Il me massacre. Bah, non, Il mais veut pas. ça s'est vu dans la vidéo de la dernière fois. On a vu Ouais, que- ça va. Bon, Bon, allez. allez, on y va. On y va. Tac, tac, tac. Stéphane qui nous dit, tiens, il a touché 4500 $ la victoire. 3700 €, 3800. Ouais. Ah, c'est pas mal, hein? Quand tu sais que le remplaçant du Masters... Il a dit Steph. Ouais. À Orlando dans 8 jours. Ouais, à Orlando, c'est Orlando le Masters. Enfin voilà, bon, allez, après... Ah bah c'est son livre demain en plus. Un an de plus demain. Eh ben, Ah, il aura 48 ans. Non, pardon, excusez-moi. C'est pas le père de Federer, c'est le papy. C'est le papy de Roger. Bon, allez, on y va. C'est parti. Ouais. Donc, on revient quand même un petit peu sur Zverev. Ouais. Hein? Ouais. Non, mais sans rien. Non, sérieux. Parce que, ok, d'accord, le mec nous sort son histoire de calendrier. Ouais, non, ça, hop. Je vois même pas pourquoi Non. ça. Alors- Alors après, je peux quand même te rajouter une petite pique comme ça, histoire de t'énerver encore plus. Mais j'ai bien regardé son calendrier au Alexander, au FASM, je l'appelle le FASM, moi. Parce que il s'est pas arrêté. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Et Mais- à part son exhibition de la Lever Cup, il ne fait que les tournois classiques, officiels, Alors- partout. Oui, je suis d'accord, mais je voulais pas aller non plus être trop long, mais il faut pas obliger que par exemple, hop, juste avant Roland Garros, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une petite exhibition avec Dominic Thiem en Allemagne. Tu vois, ça, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, et si t'es pas dedans, mais il y a quelques exhibitions à droite à gauche qu'il va faire aussi. La Lever Cup est la plus connue, mais des exhibitions juste pour 3-4 000 personnes, où il prend un gros chèque, et ben ça rajoute un peu de voyage, ça rajoute un match. Tu veux jouer quand même t'es compétiteur, tu fais quoi? Tu vas quand même jouer le match, tu as peut-être un peu envie quand même de le gagner, même si tu vois. Donc voilà, il y a toujours. Mais bon. Après, est-ce que tu peux, Mais tu ne peux pas. est-ce que tu peux lui laisser le bénéfice du gamin de 21 ans qui n'est véritablement sur le circuit que depuis 2016, puisqu'en fait il est numéro 1 mondial chez les juniors, je crois, en 2014. Il joue encore l'Open d'Australie en 2014, d'ailleurs je crois qu'il le gagne, et après il part sur le circuit. Mais bon, il est Non, loin, il vient. après- On va dire que depuis 2016, il est sur le circuit. Et à chaque fois, il fait à peu près, on va dire, 70 matchs. Je suis de tout à simple. fait d'accord. Bon, peut-être qu'à un moment ou à un autre, voilà, il va réfléchir à son programme, à son calendrier. Je suis d'accord. Je pense que cette réaction-là est arrivée aussi parce qu'il perd 6-4, 6-5. Il fait un bon premier set. Le deuxième, il y est plus dedans. Et tu sens qu'il est un peu. Il est un peu mou. Il est peu las. Par contre, j'ai eu mon coup de gueule, mais mon coup de cœur aussi. Et envers lui, parce que je trouve, sincèrement, et je pense que peut-être que Ivan Lendl y est aussi pour On va quelque en chose. reparler. Sa réaction. Je trouve que moi, j'ai commenté tous ces matchs. C'était pour moi une question d'attitude. L'attitude contre Djokovic n'y était pas du tout. Regarde, il y Et a après- Manon qui dit que c'était peut-être pour s'enlever un petit peu de pression qu'il a dit ça. Non, je sais pas. Je pense qu'il y a une question qui est arrivée, ça le saoulait, comme ça arrive très souvent aux joueurs, et puis il a sorti ça. Et- Après- tu vois. Après, on peut parler un peu de miracle hein, dans cette histoire pour Zverev. Parce qu'on rappelle que, bon, il perd contre Djoko. Il n'aurait jamais dû gagner contre Silic ensuite.
Normalement, ça fait 6-0 dans le premier set. Il s'en sort encore miraculeusement dans le deuxième avec un Silic qui lui a donné le match. Ça a été incroyable. Après Isner, ben, pas de chance pour John Isner qui venait de perdre un de ses meilleurs amis 24 heures avant et donc qui était certainement un petit peu moins concentré que d'habitude. Et ça s'est vu. Il perd le premier set. Isner et il est plus dedans. Il est plus dedans. Il est plus dedans. Donc, derrière, bon, il y a rien à dire sur Federer. Non, il est allé chercher. Il est au-dessus. Il est allé chercher. Même stat intéressante. Pour moi, son travail d'intersaison pour Zverev, c'est la volée. C'est indéniable. Et ben, tu vois sur ce match contre Federer, il est monté plus. Et contre Djoko. Oui, mais tu sens que c'est bon. C'est encore un peu ledge. Mais je pense que Marcelo Melo, son pote, qui est souvent dans sa boxe, je pense qu'il va peut-être lui donner un petit coup de main là sur l'intersaison. Et je pense que ça va être intelligent de demander à Melo de venir l'aider un peu travailler sur la volée. Vous l'avez certainement vu, un grand échalas aussi tout maigre avec qui il est allé faire un petit bisou là après sa victoire. Il a fait le bisou à tout le monde et tout ça. Et donc moi je parlais d'attitude pour revenir, donc je trouve que pour le coup, sa réaction a été positive et je trouve que son comportement et son attitude après était vraiment le comportement et l'attitude d'un grand joueur de tennis. Pas contre Djokovic dans le deuxième set. Voilà, c'est tout. Donc on rappelle quand même que Alexander Zverev, cette année, qui a quand même gagné le Masters 1000 de Madrid, on ne l'oublie pas en battant Thiem, donc c'est pas n'importe quoi, mais qui n'y arrive pas dans les tournois du Grand Chelem. Qui là, on ne peut pas dire que ce soit un Masters 1000 classique, c'est le Masters, c'est un énorme, un immense titre. Il a été, moi je l'ai trouvé dans sa ligne de conduite tactique très intelligent. Il n'est jamais sorti de sa ligne tactique. Je l'ai trouvé très prudent, un petit peu à la Ivan Lendl d'ailleurs. J'ai trouvé qu'il jouait très au centre, très en puissance pour ne pas ouvrir d'angle. Et après, il bombardait avec son revers croisé. Et il a lâché son coup droit, un petit peu comme Murray, avant que Lendl n'arrive, qui n'osait pas frapper son coup droit à pleine puissance. Et qui depuis là, enfin, j'ai trouvé là sur ce Masters, qu'il lâchait comme une bête. Je l'ai trouvé intelligent, audacieux et plutôt doué à la volée. Ouais, bah tu vois, alors... Toi, c'est ton regard, et moi, alors, ça se rapproche Dis-moi. Non, moi, mon regard, je trouve que c'est sur le service, où il a été tout simplement exceptionnel. Exceptionnel. Il a excessivement bien servi en première balle, et effectivement, tu parlais d'audace, je trouvais qu'il avait développé un tennis un peu d'attaquant. Tu vois, il attendait un petit peu, et dès qu'il pouvait, même si, pour moi, il peut progresser encore à la volée, il est venu de temps en temps, tu vois, bousculer un peu l'adversaire, poser la volée. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'avais peur un peu qu'il se mette un petit peu loin, tu vois, un peu à la Djokovic, se mettre un petit peu loin sur la défensive et attendre. Et non. En début de tournoi, je sais pas si tu as remarqué, il jouait très très court, mine de rien, dans le carré de service. Et au fur et à mesure des matchs, il a trouvé plus de longueur. Et c'est ça qu'a gêné Federer samedi en demi-finale. C'est qu'à partir du moment où il a vu la longueur de balle, Federer, qu'est-ce qu'il aime? Lui, c'est prendre le jeu à son compte, venir vers l'avant, prendre tôt. Et là, avec la longueur qu'avait Zverev, il ne pouvait pas venir agresser comme cela et développer le style de jeu qu'il voulait et qu'il aimait. Et là, j'ai trouvé vraiment bien pour Zverev. Attends, je fais gaffe parce que comme l'autre fois, j'ai tout arraché. Tout arraché. Je vois, il y a Eric Amadi qui dit Dimitrov, Davydenko, Nalbandian ont aussi gagné le Masters. Il reste à Zverev à confirmer. De toute façon, ça c'est le truc. De toute façon, pour moi, une chose est sûre, le juge de paix, c'est quoi? C'est les grands chelems. C'est les grands chelems. Pour moi, c'est juste une question de temps pour Zverev. Je pense que physiquement, il est prêt, tennistiquement, il est prêt. C'est que dans la tête, je pense qu'il a encore ce petit souci à se préparer, à se dire que voilà, c'est des matchs en 5-7, ça peut être très long, ça peut être difficile, et voilà. Et surtout, il y a une chose aussi importante, c'est que quand tu regardes, même quand il a fait son quart de finale, son premier quart de finale en Grand Chelem cette année, à Roland, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ces matchs ont été en 4 ou 5-7. Et automatiquement, tu arrives en quart, tu es rincé. Donc il va falloir aussi qu'il arrive à jauger un peu ça, essayer, entre guillemets, gagner plus facilement. On parle toujours de la première semaine qui est très importante. Ne pas lâcher trop d'énergie dans la première semaine pour arriver plutôt frais la deuxième. Et bien c'est ça aussi qu'il va falloir qu'il mesure. Il y a Mimi qui nous dit il a quand même un énorme melon pour son âge. Qu'est-ce que ça va être quand il aura 10, 11 grands chelems Non, moi, je suis pas d'accord parce que je l'ai trouvé au contraire très humble. Déjà, entre l'interview d'après Federer et puis même l'interview hier après Djokovic, voilà, il disait qu'il échangeait beaucoup avec Djokovic, qu'il avait énormément de respect pour Djokovic. Donc, moi, je l'ai trouvé plutôt. Alors, peut-être que dans le jeu, effectivement, et voilà, et il a raison, il faut qu'il dégage de la stature.
Mais après, je trouve qu'il est plutôt humble dans ses paroles. Ouais, tu vois, puis, voilà, il y a Olivier qui dit pour un joueur de presque 2 mètres, il se déplace bien. Oui, oui, non, mais c'est impressionnant. Après, j'ai cherché un petit peu par rapport à ces histoires de grand chelem, hein. On rappelle que pour l'instant, Alexander Zverev n'a disputé que 14 grands chelems depuis le début de sa carrière. C'est très peu. Mais pour l'instant, il n'a fait qu'un quart de finale. Ouais, mais après, c'est le Donc, paradoxe. ce que tout le monde attend. Tu vois, c'est le paradoxe parce qu'il finit la saison sur les Masters 1000. Qui a gagné le plus de matchs? Qui a le mieux joué? Nadal, parce qu'il y a les saisons sur terre automatiquement. Zverev, Djokovic. Donc tu te dis automatiquement, mais moi je pense que voilà, il fait étape à étape. Effectivement, il y a des joueurs qui parfois, comme Google avait fait, il avait explosé sur un grand chelem, c'était à Roland. Et lui, c'est plus sur les tournois en 2-7, il arrive à gérer. Maintenant, je pense que voilà, la prochaine étape va arriver tout doucement. Mais faut pas oublier, il n'a que 21 ans, quoi. Alors, on rappelle qu'il n'a que 21 ans. Oui. Et que pour l'instant, grand chelem, que dalle, on est bien d'accord. Hein. Oui. Donc, il y a comme une certaine petite pression qui est en train de se mettre en place, certainement dans sa caboche. Je pense aussi que le fait de venir prendre Lendl depuis le mois d'août, c'était avant l'US Open, si Ivan reste à ses côtés, il va y avoir certainement quelque chose à faire par rapport à ça. On rappelle qu'Ivan Lendl, Murray n'est pas allé le chercher par hasard, et ça va être un petit peu le même travail pour Alexander Zverev, c'est-à-dire le déverrouiller par rapport à ce rendez-vous qui commence à l'angoisser. Donc j'ai regardé parce que 14 grands chelems, Federer par exemple, à 21 ans, hein, et le petit pépère, il a gagné son premier grand chelem à 21 ans, certes, mais c'était son 17e tournoi du grand chelem quand il a gagné son premier. C'est énorme, hein, on ne se rend pas compte. Donc ça prouve la précocité de Zverev. De Zverev. Alors après, quand tu vois Nadal, là ça fait plus peur parce que lui, il a gagné son premier grand chelem. Il avait 19 ans, c'était son 6e grand chelem seulement. Mais après, c'était Roland Garros, c'est vraiment. Enfin bon, le niveau du garçon, quoi. Djokovic, il n'a été en finale de son premier tournoi du grand chelem finale qu'il a perdu, qu'à son 12e tournoi du grand chelem. Et il avait 20 ans. Donc tu te rends compte qu'en fait, il y a comme une espèce de petite bagarre qui est en train de se mettre en place, certainement, parce qu'il se dit, bon, attends, j'ai 21 ans, j'ai pas encore réussi au moins à aller en finale. Je pense que c'est ça. ça, c'est des stades de... Je vais juste te dire ça, mais de journalistes. Ouais, ça sert à rien. Non, c'est pas que ça sert à rien, mais après, chacun sa progression, chacun, tu vois, son... Alors, on va faire à l'envers. Tu prends les stats de Nadal, Federer et Djokovic sur les Masters 1000, au même âge que Zverev, on peut dire que Zverev est devant les autres. Tu vois, faudrait regarder précisément. Mais tu vois, il doit être... Non, je crois qu'il y avait Nadal dans l'histoire qui était à son âge, qu'on avait gagné autant, mais il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais tu vois si on prend les stats Masters 1000, donc là, on se dit, punaise, il est vraiment dans les temps de passage des autres. Ouais, je sais, Nicolas qui dit, les époques sont pas les mêmes. Oui, mais effectivement, le juge de paix et le grand chelem. Mais moi, je pense que c'est juste une petite question de temps. Est-ce que tu vois Zverev, je sais que c'est idiot, mais est-ce que tu vois Zverev être capable, comme, je sais pas moi, un Khachanov ou un Tsitsipas, de gagner un grand chelem dès l'année prochaine? Zverev est au-dessus de ces mecs-là, dans l'absolu. Ouais, il est encore un peu au-dessus. Pas évident, hein. Non. Moi, je pense que Tsitsipas et Khachanov, c'est peut-être encore un petit peu jeune. Et tu vois, s'il y en a un sur qui je miserais, peut-être un peu plus sur Khachanov que Tsitsipas. Alors, je vais continuer à te poser une question. Par rapport à Ivan Lendl, on rappelle qu'Ivan Lendl, au niveau de l'expérience, dans les tournois du Grand Chelem, pourquoi pas, mais ne serait-ce qu'au Masters. On vous rappelle que Lendl a fait 9 finales d'affilée au Masters. Et 5 gagnés. Et 5 gagnés. Donc, il a gagné, il a connu toutes les situations. C'est-à-dire perdre en poule. Ce qui n'est pas évident, puisque après, il faut quand même te reconditionner pour te dire, mais attends, je peux quand même réussir à m'en sortir. La preuve, puisque tu vas gagner le titre derrière. Mais est-ce que Lendl aussi, là-dedans, a pu aider Alexander Zverev? Moi, je trouve que sincèrement, depuis qu'il est sur le circuit, il fait des choses intelligentes. Zverev, quand tu regardes déjà, moi j'ai énormément de respect pour son papa. Il dit jamais un mot, il est là, il avait même un peu les larmes aux yeux et c'est tout à fait normal. Après super sa victoire, ému, oui. Voilà. Mais il fait des choses intelligentes. Tu te rappelles, toi, il y a 1 an et demi, il prend Ferrero. Ferrero lui fait quand même passer un cap, il enchaîne 2-3 très bons résultats, tu vois. Après, bon, voilà, ça fonctionne plus, ça colle plus. Il y avait une histoire bizarre. Mais tu vois, et là, il a envie peut-être aussi encore de passer un cap. Et effectivement, il avait personne. Il a vu que le travail avait été plus que payant avec Andy Murray. Et il fait quelque chose d'intelligent d'aller le chercher. Donc je trouve que vraiment,
tout est fait, et, il est stable. Je te dis sincèrement, je pense que Marcelo Melo va l'aider aussi au niveau de la volée. Tu vois, il est vraiment bien encadré. Je trouve que tout est fait. Rappelle-toi, mine de rien, il y a 4 ans ou 5 ans, il va chercher Jess Green, qui était le préparateur physique d'Andy Murray, qui est toujours à ses côtés. Oui. Jess Green connaît aussi bien Lendl, parce que voilà, ils étaient ensemble avec. Oui. Donc tu vois, je pense que tout est fait, tout est très très intelligent du côté de Zverev. Et le grand chelem, mais il lui tend les bras. Après, je rajoute encore une petite pique. On rappelle que dans le deuxième set, alors que Alexander Zverev doit appuyer puisqu'il fait le break d'entrée, donc tu te dis il va le confirmer. Et c'est là que tout d'un coup, lui qui était à 88% de première balle, fait un jeu totalement pourri. Et tu te rends compte que forcément, là-dedans, dans la caboche, il y a eu un problème. Ouais, mais là, Benoît, c'est là où il est très fort sur cette finale. C'est qu'il se fait tout de suite débreaker, mais il repart. Et après, quand il a le break, il se fait plus jamais. Tu vois, il repasse un maximum de première balle. Et là, il est devant et il met la pression. Il a un maximum de première balle, pas trop. Hein. Dans le deuxième set, il a moins de 50%. Non, attends, le dernier jeu, il a quand même la pression. Il fait quand même un jeu monstrueux. Il fait 3 premières, 3 aces ou un truc comme ça. Ouais, donc, je suis d'accord. Mais tu vois, effectivement, il y a ce petit péché de jeunesse qui revient. Dans le deuxième, quand il fait le break, peut-être qu'il s'est vu arriver. Tout de suite, Djoko, même s'il dit rien, il essaye de revenir tout doucement. Mais après, quand il refait le break, je trouve qu'il a eu beaucoup de maturité. Bon, ok, Djokovic. Alors là, moi, je veux qu'on parle de Djokovic. Parce que comme la finale à Bercy, contre Khachanov, là, encore une fois, alors jusqu'à 4-4, rien à dire. Je trouve qu'il est bon, il est là, il est présent. Il y a de l'implication, il y a de l'intensité. Et puis tout d'un coup, mais j'ai l'impression... Enfin, tu vois, il y avait rien. Plus de gaz. Puis surtout, moi où j'ai trouvé... J'irais même jusqu'à dire qu'il balance. Il balance le dernier jeu. Il est à 0,40, il fait des enchaînements services volés sur seconde. Oui, c'est ça. Il fait exactement ce qu'il fait contre Khachanov. Il fait exactement contre Khachanov. Pourquoi ? Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'avait plus de gaz. Il n'arrivait plus, il n'avait plus de gaz. Et puis surtout, côté coup droit, le nombre de fautes qu'il a fait dans le deuxième set côté coup droit. Il s'est complètement déréglé, il n'avait plus du timing. Il essayait de retarder un maximum sa frappe. Il finit, je crois, avec 12 ou 14 fautes directes de coup droit, rien qu'en coup droit, quoi. 11. Donc, tu vois, c'est beaucoup. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de plus envie. Alors, Olivier a raison, peut-être une fatigue un peu mentale, d'être toujours sous pression. Il a lâché. Sur ces 2 derniers matchs, pour moi, il lâche mentalement. Hein. Ah ben complètement. Contre Khachanov et Zverev. Complètement. Alors après, on rappelle qu'une finale assez courte, 1h20, il fait 23 fautes directes sur cette heure 20, 11 en coup droit, 11 en revers. Et combien de coups gagnants ? Et 7. 7 coups gagnants. 7 coups gagnants. En fait, ce qui est dingue, c'est que sur cette finale, ça a été l'opposé. Le reste de ces matchs, alors il faisait pas autant de coups gagnants, mais il faisait 7 fautes directes. Il faisait 10, 11 coups gagnants. Mais là, il a tellement fait de fautes directes que voilà, il est complètement passé au travers. Vous êtes dur, hein, j'en vois qui disent il n'avait pas embrassé les arbres. Il y a Paye qui dit ça. Et il a lâché mentalement, aucune envie de gagner, dit Mag. Non, je pense qu'il avait envie de gagner, mais je sais pas. Et puis même, j'ai une sensation un peu il avait l'air résigné, tu sais, dans le deuxième. Il s'est dit, bon, si je perds, c'est pas trop grave. Pas oublier que mine de rien, il avait quand même donné énormément ces dernières semaines pour aller chercher cette fameuse place de numéro mondial. Et c'est ça qui me fait un peu tiquer, c'est que dans son discours d'après-match, il est revenu énormément sur la place de numéro mondial. Comme si, en fait, son aboutissement à lui, c'était cette place de numéro mondial pour montrer qu'il était revenu, mais il n'avait pas forcément cet objectif du Masters. Après, il l'a joué, il s'est accroché. Hein. On rappelle que voilà, dans 5, 6, même pas 3 ans, on s'en souviendra pas de cette finale de Masters. On se souviendra que Djoko, qui était 22e joueur mondial avant Roland Garros, après Roland Garros même, a réussi à gagner Wimbledon, Cincinnati, l'US Open, Shanghai, pour redevenir numéro 1 mondial, alors que personne n'imaginait, après sa disparition totale, qu'il puisse revenir à ce niveau-là. Donc, dans l'absolu, oui, d'accord, il perd cette finale du Masters, mais il est numéro 1 mondial de fin d'année. Pour moi, il a fait le boulot. Fait le boulot. Mais je pense qu'il était complètement mais c'est ça que je comprends. Mentalement. C'est qu'on a la sensation qu'il est cuit contre Khachanov au deuxième set. Il a quand même une semaine de pause pour, refaire un peu. Et il a quand même pas eu des matchs difficiles en match de poule.
4-1, demi-finale 2-2. Bon, un match un peu plus dur sur Tite. Mais tu vois, tu te dis, bon, il est quand même dans une bonne dynamique. Et pareil, il retombe un petit peu. Mais je pense qu'il était sur les genoux sur la fin de ce tournoi. Maxime, Zverev est le seul qui a un aussi bon revers que Djoko et Sacha a un meilleur service que lui. Ah bah, service, il est plus puissant. Djoko, pour moi, il a progressé au service. Parce qu'en fait, il fait peut-être moins d'aise que les autres, mais il met très souvent en difficulté les adversaires. Il fait très souvent des services gagnants. Mais effectivement, Zverev, là, sur cette semaine au service, ça dépotait pas mal. Il y a Pollux qui dit c'est bizarre en poule, ultra motivé le Djoko et en finale, rien. Non, mais bah, il était peut-être arrivé au bout de son objectif aussi. Hein. Après j'avoue que ça m'a traversé l'esprit en me disant mais ce mec arrive en finale de Bercy, il joue contre Kachanov. Bon, Kachanov, ça va, il va peut-être l'embêter, mais il est au-dessus. Et puis tout d'un coup, tu as un Kachanov qui joue à un niveau, au niveau de Djokovic, même un petit peu légèrement au-dessus, et il tient. Et bizarrement, tu as l'impression que, souvenez-vous, hein, Djoko, il mène, il a le break d'avance dans le premier set, et puis tout d'un coup, il se bat plus. Tu sais, et pareil contre Zverev, tu vois, il est là, il est au niveau, et tout d'un coup, il voit que Zverev ne baisse pas, joue même extrêmement bien, et il baisse un peu. Rappelle-toi dans les stats, on en avait parlé le lendemain de la finale de Bercy, il y a un moment ou un autre, son souci, c'est quoi? C'est qu'il ne fait pas de coups gagnants. Très peu. C'est qu'à partir du moment où son adversaire joue très bien, et joue même très très bien, et l'agresse, le problème c'est qu'il ne fait... Alors, il fait très peu de fautes directes, malheureusement sur cette finale il en fait beaucoup, mais il ne fait pas de coups gagnants. Ça veut dire que c'est très peu souvent lui qui prend le jeu à son compte, qui vient presser, qui vient bousculer l'adversaire. Donc à partir du moment où tu ne fais pas de points gagnants, et t'attends, entre guillemets, que les fautes de l'adversaire, si elles ne viennent pas, bon, ça se complique. Il y a Alexandre qui dit... Alexandre Lecomte non, Dalojo qui dit mon tweet par rapport au manque d'humilité de Djokovic. C'est par rapport à ça. Je n'arrive pas à savoir pourquoi Djoko n'a eu aucune rébellion sur cette finale à Bercy et sur la finale du Masters. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre. Non. Alors, est-ce qu'il accepte le fait... Est-ce qu'il n'accepte pas le fait que quelqu'un que normalement il bat, et en plus je vous rappelle qu'il lui avait mis 4-1 en match de poule, tout d'un coup il voit qu'il n'y arrive pas, qu'il n'a pas la solution. Je dirais pas qu'il a... Moi je en pense 2-7, plutôt qu'il avait il avait plus de jus. Ouais. Après, mais de toute façon... je vais pas le voir le Djoko, donc je sais pas quand la prochaine fois je lui poserai la question. C'est tout à fait le genre de discussion avec lequel que tu peux avoir avec lui. Il adore avoir ce genre de discussion parce que ça lui permet de réfléchir sur lui-même. Et il est très psychologue par rapport à ça. Il a bouffé des livres là-dessus pour essayer justement de se comprendre le plus possible pour pouvoir répondre à tout ce qui peut se passer en lui pendant un match, pendant un tournoi, pendant sa carrière. Donc, si j'arrive à le coincer, je lui poserai la question. Parce que vraiment, ça m'a titillé cette histoire. Mais on rappelle que sur tous les échanges de plus de 9 frappes, et il y en a eu un paquet au long de cette finale, souvenez-vous, dès le deuxième point de cette finale, il y a eu un truc de 29 frappes que Djoko gagne, alors qu'il y avait 0,15 sur son service. Tu disais, pouh, ça devient dingue. Et là, boum, il enchaîne 4 points de suite, il gagne son jeu de service. Mais après, tous les longs rallyes de plus de 20 frappes, c'est Zverev qui les a gagnés. Oui, parce qu'à un moment, mais pourquoi? Parce qu'à un moment, il ne fait pas de faute. Et il agresse, il gagne du terrain, et il finit par faire exploser ou faire un coup gagnant. Donc, peut-être qu'il va falloir... Pour moi, Djoko, il a eu cette année extraordinaire, phénoménale même, avec un fond de jeu qu'il ne peut pas garder dans les années à venir. Qui? Djoko. En fait, ce jeu qu'il a là, de faire le mur, d'être très physique, d'être un peu loin de sa ligne, de pousser l'adversaire à l'erreur, à un moment, ça a pu passer. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il va falloir qu'à l'intersaison là, ou peut-être dans les mois à venir, qu'il travaille un petit peu, de se rapprocher un peu plus de sa ligne, de faire un peu plus le jeu. Je pense que ces matchs-là, contre Kachanov et Zverev, vont lui servir d'enseignement. Hein, parce on a bien vu que Zverev, contrairement au match de poule, n'était pas 1m50 derrière sa ligne de fond de cours. Il essayait de prendre la balle tôt, sans prendre de risque. Je ne sais pas si vous avez vu les zones de confort qu'il essayait de trouver, mais il ne jouait pas les lignes, pas au début du point. Il coinçait Djokovic avec une bonne longueur de balle dans le centre, et dès qu'il y avait une possibilité d'ouverture, dès que Djoko ouvrait, bam, il répondait en accélérant et en frappant autant côté revers, ce qu'il fait d'habitude, et autant côté couloir, ce que normalement il ne faisait pas. Donc tout d'un coup, là pour moi il y a du Lendl là-dedans, parce que c'est Murray.
pour moi, c'est le Murray de Lendl. C'est tout d'un coup, Murray qui ne jouait pas avec son coup droit, a commencé à frapper avec son coup droit. Et Lendl l'a dit, je leur ai dit à ces gars-là, mais arrêtez de retenir votre coup droit. Frappez-le, ce coup droit, bon sang de bois. Et bizarrement, il a réussi à leur faire entrer ça dans la caboche. Donc tant mieux. Mais on rappelle que Djokovic, moi je veux bien, hein, mais là on parle de match au meilleur des 3 sets. C'est pas faux. Je veux dire, est-ce qu'un Zverev et un Kachanov peut tenir sur un match de 5 heures? Parce que Nadal, oui, mais eux, on ne sait pas. C'est ça. Donc on verra, parce qu'il y a l'Open d'Australie dans très peu de temps. Bon. Tu veux pas dire un petit mot sur Roger? Parce que nos amis aiment bien, tout le monde aime Roger. Donc, Alors, Roger, t'en as parlé avec ton petit coup de gueule j'adore Roger, hein, j'adore Roger. Je vous avoue que Rafa commence à arriver au même niveau, parce que je trouve que les deux sont complètement dingues. Djoko, je commence à avoir quand même un max de respect pour ce mec-là. Et puis surtout, moi je vous le dis maintenant, on est le 19 novembre, on en reparlera, tu verras que Djoko va dépasser Nadal, Federer au Grand Chelem. Ah bah bon, on y va. Mais toujours est-il que pour moi, Federer, j'ai un petit souci. Je trouve que là, on tombe dans l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on n'accepte plus que quelqu'un batte Federer. Oui, mais tu sais pourquoi. Ça, c'est pas bien. Non, mais c'est ce qu'on disait, ce que je disais très souvent, c'est que tout le monde s'attend à quoi? Que Federer fasse des amortis rétro, des coups entre les jambes, que ce soit un magicien. Que ce soit magique. Mais quand tu regardes un match, c'est quoi? C'est 70, 80 points, on va dire. 90, voire même plus. Mais il va faire un coup entre les jambes, c'est un point. Sur la globalité, il peut pas faire ça. Non. Il est tout le temps sur un fil. Et moi, ce qui m'a fait que... Sur sa demi-finale, là. Mais là, tu te rappelles, la volée à 5-4 dans le tie-break? À 5-4 dans le tie-break. Mais il a raté une volée, je ne sais pas si vous avez vu le match. Je pense qu'il a dû en rater, mais 2 comme ça dans sa carrière. Il est à peu près à 50 cm du filet. Je sais même pas. Ouais, il est à 50 cm du filet, peut-être même encore plus proche. Il n'a plus qu'à la déposer. Il va l'emplâtrer dans le filet. Mais il la laisse retomber. Il la laisse retomber sous la bande du filet. Enfin, c'est très bizarre. Mais je pense que cette défaite... Même si voilà, il reste Federer et tout ça, je pense que ça peut lui mettre un bon petit coup derrière la caboche. Ça va. Mais je trouve. Mais attends, parce que d'accord, tu me parles d'un point, mais dans l'absolu, il n'est pas au niveau de Zverev sur ce match. Il est au-dessus. Hein. Il est au-dessus. Après, ça se joue à pas grand-chose. Mais regarde, le 6-5 Zverev, le jeu qu'il fait à 6-5 dans le premier, il passe complètement au travers. Je crois qu'il fait 2 ou 3 fautes directes. Il se passe rien. Bon, après, il y a un très beau passing de Zverev dans l'échange. Mais voilà, je trouve que... effectivement, il a 37 ans. Son problème, c'est qu'il joue tellement sur un fil avec son style de jeu, à vouloir être attaquant, agressé. C'est hyper compliqué. Ou alors, faut qu'il aille encore plus en extrême. C'est quasiment, il enchaîne ça isolé, retour volé, quasiment, il joue en 3-4 frappes maximum. Mais c'est hyper risqué. Avec ces joueurs qui défendent comme un Zverev ou comme un Djokovic, c'est hyper... sur la longueur, c'est compliqué. De toute façon, encore une fois, hein, c'est génial de pouvoir encore voir jouer Federer parce que voilà, son tennis est merveilleux. Mais je ne sais pas si vous avez vu aussi les visages de Mirka ou de la mère de Roger ou de son père, de Linette ou de son père. C'est comment son père déjà? Je me souviens plus de son prénom. Robert? Non, c'est pas Robert. Je sais plus. Raymond? Non, je sais plus. Enfin, mais bon, tu les vois, ils sont dans la souffrance. Parce que, ah là, mon Dieu, il fait des fautes qu'ils n'ont jamais vu Roger faire ça. Donc, et tu te rends compte que eux aussi, ils sont en train de vivre une sorte de calvaire. Parce que, purée, bon sens que c'est dur de le voir jouer comme ça. Il est dans le dur. Tu vois, moi ce qui me... mais il aime ça. Oui, non, mais après... Mais ma question, et c'est là où ça va être intéressant, c'est comment il va arrêter sa carrière. Tu vois, c'est ça que je me pose comme question. Il y a Mme Roche-Beaubois qui passe avec un panneau pour nous dire qu'on a dépassé le temps. Ouais, mais bon. Tu vois, c'est comment il va arrêter sa carrière. Est-ce qu'il va arrêter sa carrière limite à la Sampras, il gagne un Grand Chelem, il s'arrête? Est-ce qu'il va attendre parce qu'il aime le jeu, redescendre 20, 30 mondiales et prendre des doudounes sur des petits jeunes qui... Genre Millman, tu vois. Et regarde, et Pierre Orsad là qui dit fait d'un Roland ou pas l'an prochain, les amis. On verra jamais. Il ne viendra jamais. Je peux pas y croire. Ce serait une erreur. Même s'il l'a dit que, enfin surtout Paganini l'a dit, et c'est Luthi aussi. On a fait une erreur. On s'est trop arrêté dans le calendrier pour après reprendre sur gazon, et là il a connu des problèmes. Il a été beaucoup courbattu, il avait des douleurs après ses matchs sur gazon, il s'est blessé à la main,
chose qu'on ne savait pas. Enfin voilà, il y a eu une coupure trop importante par rapport au degré de nerfs qu'il peut y avoir dans des matchs. Ça veut dire que s'il s'arrête pas, faut qu'il joue Roland, quoi. Faut qu'il joue sur terre. Il va pas aller faire des challengers sur dur. C'est là que je ne comprends pas la réflexion, parce que ils te disent quoi là, il a 37 ans, on peut pas faire n'importe quoi, mais il peut pas s'arrêter non plus trop longtemps parce que sinon il lâche le truc. Et oui, mais alors tu fais quoi? Donc tu joues sur terre battue alors? Et s'il joue sur terre battue, il a tout à y perdre. Pour le coup, il a tout à y perdre. Je vois pas. Enfin, vous avez Obésix vous le souligne depuis maintenant des mois. Regardez bien son jeu de jambes. C'est-à-dire, c'est quasiment contre Zverev, c'était tellement flagrant. Ce n'est que des grands pas d'ajustement. Il n'y a plus de petits pas d'ajustement. C'est toujours des grands pas. Et puis il compense un maximum parce qu'il a du talent. Avec bras. Le poignet. Là, il est mais il est toujours un peu dans la compensation, quoi. Donc c'est ça le souci. Après, on ne sait pas. Écoutez, on sait pas. Mais ça sera intéressant. Il l'a dit, il part en vacances avec Mirka et toute son école élémentaire, là, parce qu'il y en a quand même 4. Et ils vont à Dubaï début décembre. Et là, ils se posent avec Lutti et Paganini et ils réfléchissent au calendrier, au programme. Et on connaîtra la décision. Bon, peut-être pas là en décembre, mais au moins à la Hopman Cup. De toute façon, tout le monde va lui tomber dessus à un moment ou à un autre, il va le dire. Hein. Mais perso, moi je le vois pas à Roland Garros. Alors, comme je le trompe tout le temps, il va jouer à Roland Garros, mais bon. Non, moi je le vois pas. Je le vois pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que t'as là, parce que on va pas vous parler de la Coupe Davis, on se retrouve jeudi 19h30 en live Facebook, pareil. En direct de Lille. Alors on ne pourra pas être au bord du cours parce qu'ils éteignent les lumières à cette heure-là, mais on va trouver un endroit pour vous faire un live Facebook où il n'y aura pas de problème de connexion, je vous le promets. Et on se fait un live Facebook, on connaîtra les joueurs sélectionnés par Noah et les matchs. Moi je te les donne, les joueurs sélectionnés. Pousse ton gars, c'est réglé. Herbert m'a eu en double et puis voilà. Pas Chardy. Non, pas Chardy. Et si Chardy plante en permanence pendant là les 10 jours d'entraînement à planter... Lucas Pouille, Joe Tsonga, allez-y. Mais moi aussi, bien sûr, mais bon. Voilà, c'est tout. Jérémy Chardy, non. Sur Terre? Non. Bon. Des nouveautés au calendrier 2019? Oh là, bon, on en reparlera de ça. Non mais t'es dingue ou quoi? Juste un petit... Parce que là, on quitte le circuit. Est-ce que t'as un joueur qui t'a marqué, toi, sur cette année 2019 un petit coup de cœur, un truc, le mec qui t'a marqué? Moi, c'est Tsitsipas. Stefanos. Parce que le fait qu'il... En fait, en plus, je trouve qu'il a... C'est pas qu'il n'a pas été aidé, mais quand tu regardes sa carrière, il a eu quelques wildcards, mais pas tant que ça. Et le mec, il a enquillé des qualifs, il s'est sorti des tableaux. Cette année, il a été tout simplement exceptionnel. J'ai envie de dire, il avait rien à y gagner au Masters Next Gen. Il est allé le faire. Il a fait le job, il l'a gagné. Donc sincèrement, pour moi, Tsitsipas, c'est mon coup de cœur. Puis voilà, moi qui suis un esthète du revers à une main, il a un revers à une main, il a une belle gueule, je pense qu'il va apporter énormément. Et puis, il peut bien jouer sur toutes les surfaces. Non, vraiment, moi, c'est Tsitsipas. Clément qui me dit, tu nous avais pas annoncé la montre Benoît. Bah ouais, mais alors là, écoutez, on finit là-dessus. Non, mais tu nous as pas donné ton coup de cœur 2018. Oui, bien sûr. J'adore les Tsitsipas, les Kachanov, les Zverev, toute cette bande, Medvedev. Voilà, ils poussent là, ils poussent. Ils vont obliger Nadal, Djokovic, Federer à trouver autre chose parce que ça va être compliqué, certainement compliqué maintenant pour eux. Donc ça c'est génial. Mon coup de cœur, je vais le donner à Juan Martín, à Del Potro, qui a fait une saison extraordinaire pour revenir parmi les 5 premiers joueurs du monde. Qui ne pensait qu'à une chose, c'était jouer ce Masters, et il y avait sa place bien évidemment, et le mec encore une fois se pète la rotule, peut plus jouer au tennis. Pas de chance, en plus il tombe, c'est pas de chance, quoi, c'est pas... Alors que le mec il gagne son premier Masters 1000, il fait demi à Roland, le match contre Nadal était tout simplement phénoménal. Non, c'est vrai. Finale à l'US. Je dis pas de bêtises, c'est ça, finale à l'US. Voilà. Et j'arrive pas à m'imaginer ce qui se passe dans sa tête à ce mec-là, avec ses opérations au poignet, avec son genou. Et à chaque fois, il revient, il y croit. Bravo mon gars, rien à dire là-dessus. Mais bon, j'adore Del Potro, j'adore. Voilà. Alors j'ai vu des questions. Est-ce que nous serons à Lille? Bah oui. Ouais, dis-moi pas que c'est pas vrai. On part jeudi matin. On y sera les loulous, bien évidemment. Avec la Obésix Car. Avec Obésix Car. Et puis on se rencontre là-bas, bien évidemment. Tous ceux qui sont là-bas, on est avec vous, les loulous. Voilà, on vous embrasse. Les Ténix. Et puis, donc jeudi, 19h30,
live Facebook, et là, Et là, on va au mastic. la partie. dernière C'est la finale der de der. Hein. de Coupe Davis, France-Croatie. Alors, soit c'est une fête, soit c'est un enterrement. Enfin bon, on verra bien. Hein. Allez, ciao. Allez, ciao, bisous. Bye bye. Masters and servants.